Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui soufflent un peu, peut-être, ça paraît légitime après une série historique de hausses continues sur le CAC 40, notamment à Paris, qui a franchi donc les 7150 points désormais, et au-delà. On se pose un petit peu plus calmement cette fin de séance avec une stabilisation légèrement négatif ce soir pour le CAC 40 à l'arrivée, mais une vedette qui se détache encore particulièrement aujourd'hui, c'est Hermès qui s'envole, qui s'est envolé de plus de 6% à mi-séance, qui gagne encore plus de 3% ce soir à l'arrivée sur des spéculations d'intégration au sein de l'Eurostoxx 50, l'indice des grandes valeurs, des 50 grandes valeurs de la zone euro, et donc un phénomène indiciel, de gestion indicielle sans doute qui explique ce mouvement assez spectaculaire sur Hermès aujourd'hui. Enfin, toute l'année a été spectaculaire pour le titre Hermès, qui signe de loin la plus forte progression du CAC 40 sur l'ensemble de cette année 2021, depuis le 1er janvier en tout cas, avec une performance de plus de 80%. Le titre a même triplé depuis son record historique pré-Covid, datant de janvier 2020. Hermès qui est de loin la valeur la plus chère du CAC 40 également, puisque le titre se paye 18 fois les ventes, environ 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 170 milliards de capitalisation boursière et sans doute plus de 65 fois les bénéfices. On parlera d'Hermès, vous l'avez compris, avec nos invités de Planète Marché dans un instant. De l'autre côté du spectre, on peut noter la sous-performance du secteur pétrolier depuis quelques semaines maintenant, alors qu'on a vu un gros rattrapage pour des valeurs comme Total à Paris, bien sûr, sur le mois de septembre et le mois d'octobre. Ça cale un petit peu depuis quelques semaines maintenant, avec une détente des cours des prix du pétrole qu'on peut constater là aussi. L'idée étant que le marché réagit peut-être à des appels ici et là à puiser dans les réserves stratégiques. On le voit aux États-Unis, mais dans d'autres pays également, grands consommateurs de matières premières comme la Chine. Voilà pour les sujets du jour dont nous parlerons dans un instant avec nos invités. Puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui viendra clôturer la semaine de la finance solidaire. Nous parlerons de finance solidaire comme chaque troisième jeudi du mois avec le fondateur de Mediatico, Frédéric Villot, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Petite baisse à l'arrivée ce soir pour les indices actions en Europe. Ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé. Une reprise de souffle légitime avec Hermès en vedette. Le résumé complet avec Alix Nguyen. Pas pressée, mais déterminée, la Bourse de Paris poursuit sa progression avec toujours pour principal moteur les records en continu du secteur du luxe. À noter en revanche que le recul des valeurs pétrolières empêche une avancée à un rythme plus soutenu. Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 1000 à 268 000. Wall Street amorce la séance sur une hausse timide, tirée entre autres par les secteurs de la distribution et de la technologie. Nvidia bondit, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques se trouve porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi par une prévision de forte croissance de ses revenus pour les 3 mois à fin décembre. Même chose pour Macy's, dont le titre bondit. La chaîne de grands magasins relève sa prévision de bénéfices annuels. Toujours outre-Atlantique, indépendamment des interrogations sur la réaction des banques centrales à la flambée des prix, les marchés attendent dans les prochains jours la nomination par Joe Biden du prochain président de la Fed, nomination qui se joue entre Jérôme Powell et la gouverneure Lael Brainard. Sur le front des matières premières, après avoir touché un plus bas de 6 semaines, le baril de Brent efface ses pertes. Pékin s'apprête à ouvrir ses réserves stratégiques de pétrole. Par ailleurs, l'administration du président américain a sollicité certains pays grands consommateurs de pétrole, dont la Chine, l'Inde et le Japon, afin de puiser dans leurs réserves de brut dans le cadre d'une démarche coordonnée visant à faire baisser les prix de l'énergie. À Paris,
Total Energy recule. Focus sur le secteur du luxe avec une rumeur qui dope le déjà bien loti Hermès dont le titre bondit. La société française serait en effet en passe de faire son entrée dans l'indice Eurostoxx 50. Les titres d'LVMH et L'Oréal atteignent eux aussi de nouveaux plus hauts. Le secteur est soutenu par l'annonce d'une progression de 12,5% sur un an en octobre des exportations de montres suisses. Elles ont augmenté de 23% vers la Chine et de près de 36% vers les États-Unis. Demain, le programme se limitera à quelques statistiques européennes. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là, président, fondateur d'Altair Economics et conseiller économique auprès d'Aurel BGC. Olivier de Béranger nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Directeur général délégué en charge de la gestion, la financière de l'échiquier. Et Vincent Guenzi est avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet-Dupont. Hermès, un vieux sujet boursier mais toujours d'actualité qui je trouve est un bon point d'entrée pour la discussion du jour, peut-être. Hermès qui cumule plus de 80% de performance depuis le 1er janvier, je le disais, plus 200% par rapport au plus haut historique marqué avant le déclenchement de la crise Covid, donc en 2020. Une valorisation stratosphérique, 67 fois les bénéfices, 18 fois les ventes, c'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 170 milliards de capitalisation boursière au moment où on se parle. Et encore, alors une séance assez impressionnante où on voit ce titre qui accélère à la hausse. Olivier, c'est ce que je comprends ce soir, l'idée que Hermès intégrerait l'Eurostoxx 50 justifie là, le petit mouvement du jour d'accélération sur le titre Hermès? En tout cas, c'est l'impression qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'impression que toutes les gestions passives, tous ceux qui sont obligés de répliquer des indices, soit par des ETF, soit dans des arbitrages de swap de performance ou de contrats futurs, sont obligés, forcés d'acheter du Hermès. On en parlait tout à l'heure, un peu comme aux États-Unis, vous êtes forcé d'acheter du Tesla si vous avez des indices de croissance ou des indices dans lesquels vous investissez sur ce type de valeur à très forte croissance. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plutôt un investissement forcé. Mais ce qui doit plutôt nous faire réfléchir, c'est les différences de valorisation qu'on a dans le marché. C'est-à-dire qu'on a effectivement des titres très chers, mais on a aussi des titres qui le sont beaucoup moins. Les Hermès, avec la performance d'aujourd'hui, doit faire la course en tête avec LVMH pour être la meilleure performance du CAC depuis le début de l'année. Et puis, on retrouve le secteur bancaire également, ou des secteurs qui étaient vraiment tombés en désintérêt l'année dernière. Donc, mais en fait, j'ai regardé, c'est intéressant parce que donc, Hermès fait plus 85, plus 86% depuis le 1er janvier. LVMH a une très belle performance, mais pas tant que ça. LVMH fait peut-être du 30-40%, je crois, depuis le 1er janvier. Mais par contre, Hermès est au coude à coude avec Société Générale. Avec Société Générale. Sur la performance calendaire, j'entends. Alors, Société Générale, ça ne se paye pas encore 65. Alors voilà, c'est intéressant. Plutôt 6 fois les résultats. Ça vaut pas. Alors Hermès, on doit être à 10 ou 12 fois la book value. Sur la Société Générale, on est plutôt à 0,5 fois. Et puis, c'est pas le même dividende non plus. On a quasiment 6,5% de dividende sur la Société Générale, alors qu'on n'a pas grand-chose sur Hermès. Mais ce que ça veut dire, plus généralement, c'est que en cette fin d'année, on est tous un peu étonnés par, je serais tenté de dire, le crack rampant à la hausse des marchés, puisqu'on on marche après marche, semaine après semaine, on continue de monter sans vraie correction. On s'aperçoit que l'indice en lui-même, quand on fouille un peu à l'intérieur, c'est pas tout qui a monté, loin de là. Et même si le secteur bancaire a quasiment doublé depuis un an, il reste très peu cher en relatif, notamment par rapport aux valeurs de croissance. Et donc, bon, désolé, la question est un peu... Mais si vous deviez choisir entre Hermès et Société Générale, aujourd'hui... Voilà, la réponse, elle est dans nos portefeuilles. On est investi dans la Société Générale. Ouais. Comment vous comprenez? Parce que je trouve que ce palmarès, là, si on se focalise sur le haut du panier, d'avoir Hermès et Société Générale au coude à coude en termes de performance, encore une fois, sur la performance calendaire depuis le 1er janvier. Il n'y a pas de match au-delà entre Hermès et Société Générale. Deux valeurs aux antipodes, qui évoluent dans deux mondes boursiers complètement différents. Qu'est-ce que ça nous dit effectivement des questionnements ou des convictions des investisseurs et des marchés? Je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est rare est cher. Ouais. Et donc ça, c'est pour Hermès alors. Donc cette année, en fait, on a eu les deux aspects qu'a évoqué Olivier. On a eu d'un côté des investisseurs qui sont restés relativement
focalisé sur les valeurs de croissance parce qu'on a eu des taux qui ont été relativement sages. Il y a eu des étapes, des parenthèses en faveur de la value, mais c'est quand même le monde de la croissance qui a tiré le marché en absolu. Comme on n'a pas de Tesla, beaucoup d'investisseurs se reportent sur nos valeurs de croissance, qui sont essentiellement le luxe et quelques valeurs de techno, comme un Dassault Systèmes qui se paye, ou un ASML qui se paye également très très cher. À côté, c'est vrai qu'on a le secteur bancaire qui a aussi bien et mieux performé que l'indice. Mais dans les secteurs value, il n'y en a pas beaucoup qui ont performé. Donc le secteur bancaire, pourquoi ? Parce que je crois qu'il a été joué pas à cause des vertus du secteur bancaire. Chaque fois que je demande à mes gérants, ils disent non, on ne veut pas de banque. Très bien, mais le secteur bancaire, c'est quand même celui qui est le plus corrélé à la hausse des taux aux États-Unis. Donc si ce n'est pas les Français qui les achètent, c'est les Américains qui viennent acheter des banques en Europe. D'où la très belle performance qu'on a eue aussi sur les banques européennes et françaises, pour des raisons totalement différentes. Et là, c'était un jeu beaucoup plus risqué, entre guillemets, même encore aujourd'hui. C'est vrai que les banques ne sont pas chères, mais faut-il encore en acheter ? Bon. Et d'ailleurs, quand on a fait le bilan un an après l'annonce des vaccins, donc 9 novembre 2020, 9 novembre 2021, on a pu constater que l'écart entre le style croissance et le style value était toujours aussi important d'une certaine manière. Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à le résorber. Ouais. Il y a des parenthèses. On en a eu 2 cette année, une au printemps, enfin entre le mois de septembre de l'année dernière et puis le mois de mars de cette année, grosso modo, et une autre au mois de septembre, au moment où les taux américains ont remonté un petit peu. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu une petite remontée des taux là, depuis 10 jours et que la value européenne n'a pas embrayé, alors que la value américaine a embrayé un petit peu plus. Donc, ce qui n'était pas le cas lors des 2 épisodes précédents. La value européenne montait en même temps que la value américaine. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage. Alors, est-ce que c'est à cause de la situation économique en Europe ? Mais Christian nous en parlerait mieux que moi. On est un peu en décalage en Europe. Dans le momentum économique, on a encore des ISM, des indices PMI qui sont en phase de ralentissement. Ils sont encore assez élevés. Donc, on est bien en croissance, mais on a une croissance qui s'atténue un petit peu. Alors qu'aux États-Unis, pendant tout l'été, on a des ISM qui étaient très hésitants et qui ont commencé à redémarrer dans les derniers chiffres qui ont été publiés. Donc il y a peut-être des attentes économiques un peu plus fortes aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est peut-être aussi pour ça que la value, en dehors des bancaires, a du mal à embrayer cette fois-ci. Christian, je reprends le point de départ étant Hermès. Moi, je veux bien qu'on redise un mot d'Hermès. Où est-ce que vous le classez dans la classification des bulles de marché aujourd'hui ? C'est au même rayon que Tesla, que je sais pas, des valeurs de tech américaines qui gagnent pas d'argent, parce que ça gagne quand même beaucoup d'argent. Une belle marque, Hermès. une belle société. Non, mais où est-ce qu'on le met dans la nomenclature des bulles ou des exagérations de marché ? Non, Hermès on est très clairement sur des exagérations de marché parce qu'on a beaucoup de liquidités. Moi, j'étais assez surpris. Je regardais récemment un graphique sur les statistiques de l'EPFR, vous savez, qui regarde les flux. Et c'est vrai qu'il y a un élément qui surprend, c'est on voit les flux qui sont sur le monétaire. Et ça n'a pas baissé. On aurait pu croire avec ce qui s'est passé avec la bourse, recul du Covid au niveau mondial, même si on a une reprise, on pourrait dire les gens sont sortis du monétaire pour aller massivement. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les nouveaux flux vont vers les actions. Ils vont un peu sur l'obligataire, sur le crédit, mais ils vont beaucoup sur les actions. Mais on a encore énormément de liquidités aujourd'hui qui est resté dans le monétaire depuis cette crise du Covid. Le stock investi sur le monétaire bouge pas. C'est pas dégonflé. Alors franchement, ça vous fait pas rêver. C'est pas le placement qui fait rêver. Donc ça montre plusieurs choses. D'une part, ça montre que globalement, les investisseurs, ils prennent du risque, mais il y a encore ce qu'on appelle l'effet TINA. C'est-à-dire qu'il y a encore le sentiment, on y va, je peux pas encore augmenter ma poche de monétaire, j'ai une épargne mondiale qui doit s'investir tous les mois. Je sais pas où aller, je vais pas aller sur le monétaire, je vais pas encore en mettre plus sur des trucs qui sont pas du tout attractifs. Donc je vais sur les actions, mais sur les actions, j'y vais toujours à reculons. Donc si je vais à reculons, je vais là où je pense qu'il y a le moins de risques. Et finalement, un Hermès, que vous le vouliez ou non, alors au-delà de l'aspect de valorisation, je parle en termes de qualité de boîte, ça reste quand même une entreprise qui n'est pas forcément à risque. Donc ça, c'est suivant votre appétit pour le risque. Alors c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui aime prendre du risque et qui aime jouer au casino, vous pouvez aller sur les petites valeurs américaines qui produisent 3 voitures électriques et qui se vendent hors de prix. Mais ça, on va dire, c'est une minorité d'investisseurs, peut-être même de particuliers, mais globalement, les investisseurs choisissent les sociétés lourdes. Donc déjà, première chose, on n'est pas sorti finalement de cet effet TINA, on n'a pas d'autre choix et on investit un peu par défaut. Deuxième réflexion, c'est que j'ai le sentiment que le marché n'arrive pas à se décider sur le scénario économique. C'est-à-dire que globalement, soit vous êtes à dire c'est l'inflation, c'est le grand retour de l'inflation, vous achetez les bancaires.
parce que vous allez jouer la hausse des taux longs, pontification de la courbe des taux, amélioration des marges, et puis le secteur bancaire, c'est celui qui va le mieux résister s'il y avait un vrai problème sur les taux longs. Bancaire, assureur, ça serait vraiment les secteurs à jouer. Soit vous êtes sur l'idée, on va vers un ralentissement économique. Stagnation séculaire. Retour à la stagnation séculaire. Peut-être pas aussi fort, je ne vais pas aller jusque-là, mais au moins cette inflation pèse sur les revenus réels des ménages, pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Très très vite, cette inflation va se calmer, mais derrière, ça va peser sur la croissance. Et là, vous allez vers des valeurs de croissance. Vous n'allez pas, surtout pas vers des valeurs cycliques ou surtout pas vers des secteurs qui jouent finalement cette reprise économique très forte. Et là, on voit que le marché ne sait pas se décider. Ou alors, en tout cas, il y a des points de vue très divergents au sein des gérants. Et donc c'est normal de retrouver Hermès et Société Générale en tête du palmarès des performances boursières sur l'année. Ça prouve qu'il y a des gens qui pensent différemment de le marché. Alors c'est de la beauté du marché, parce que sinon il n'y aurait pas de marché. Mais ça prouve que le marché n'a pas tranché. Il n'y a pas aujourd'hui un consensus fort. Et là aussi, je regardais les enquêtes qui sont faites auprès des investisseurs, et c'était assez impressionnant aussi de voir que les investisseurs ont tous le sentiment que l'année prochaine il va y avoir une croissance plus lente. Ça va vraiment ralentir. Ils ont tous l'impression qu'il y aura des pressions sur les marges des entreprises. Bon, c'est vrai qu'on est au plus haut historique, donc on peut qu'aller vers ça. Mais globalement, il n'y a pas de scénario économique derrière qui est vraiment joué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'année prochaine sera plus compliqué, sera plus dur, mais derrière, on n'a pas vraiment fait encore son scénario économique. Et donc, ça laisse vraiment encore beaucoup de mouvements à faire, parce que derrière, je pense que les rotations sectorielles ne sont pas encore faites, et on peut attendre quand même encore pas mal de mouvements dans les prochaines semaines. Donc, il y a encore de l'incertitude dans ce marché-là. Il y a de l'incertitude, et ça se voit à travers les autres marchés. On le voit à travers la volatilité des taux, à travers la volatilité de tout ce qui se passe au niveau des changes. Par contre, il y a le sentiment, à mon avis, il y a cette épargne qui est là, cette liquidité qui arrive tous les mois. Et tant qu'on a cette liquidité et qu'on ne sait pas où le placer autre part, finalement, ça nourrit toujours la hausse des indices dans leur ensemble. Vincent, sur les flux, vous avez... Oui, j'avais juste une toute petite remarque, parce que aux États-Unis, le pourcentage de détention de SICAV monétaire dans les fonds a quand même pas mal rebaissé. On est autour de 4 ou 5. Je parlais de l'encours global. Oui. Non, l'épargne reste très importante, et elle va probablement encore venir sur les marchés, mais à très court terme, dans les fonds américains, le niveau de liquidité a beaucoup baissé. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de peur et d'inquiétude dans ce marché? Et je dis ça parce que les gérants, les investisseurs aiment bien qu'il y ait un peu de peur, pas trop, pour être sûr que tout le monde n'ait pas investi pleinement et que le marché puisse continuer de monter. C'était hier à l'occasion d'un sommet organisé par Bloomberg, prise de parole du CEO de Goldman Sachs, David Solomon, 40 ans de carrière, qui dit oui, je reconnais qu'on est à un moment où, alors il le dit, market greed is now outpacing fear. Il y a plus d'avidité en net que de peur dans le marché, en tout cas à travers la vision globale qu'il peut avoir. Pour rebondir sur ce que disait Christian. Pardon ? Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Et en parlant depuis les États-Unis, bien sûr. Oui. Ça dépend un peu si on regarde les flux, on regarde les sentiments. Parce que ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'on voit qu'effectivement, les taux d'investissement SICAV monétaire sont au plus bas. Si vous regardez l'exposition aux actions des hedge funds, c'est plutôt au plus haut. Si vous regardez l'exposition globale des investisseurs aux actions, on est proche des plus hauts historiques. Donc, ce qui semblerait valider la thèse du grid. Mais si vous regardez les indices de confiance, et c'est sans doute parce qu'il y a une incertitude sur l'économie dans les 6 à 12 mois qui viennent, ils ne sont pas du tout au plus haut historique. Moi, j'aime bien regarder le fameux Bullenberg. Vous prenez les investisseurs positifs et vous retranchez les investisseurs négatifs. On est à peine positif. Si vous faites ça, vous êtes à plus 10. Le plus haut de cet indice-là, c'est plus 45, plus 50 dans les 3 dernières années. Donc, il y a quelque chose qui est assez étrange, c'est qu'on a un positionnement très marqué sur les actions, mais on n'a pas une euphorie simultanée. Et je pense que ça explique, c'est pour ça que le marché monte par petites étapes. C'est-à-dire que si vous regardez les positionnements pareils sur les protections baissières, sur les puts, il y a beaucoup de puts achetés en fait. C'est-à-dire que tout le monde ne dort pas tranquillement en disant je suis investi à 100% en actions et tout va bien aller. Donc c'est une situation qui est un peu étrange, parce qu'on n'est pas dans l'euphorie où vous avez simultanément un taux d'investissement qui est très fort et un sentiment euphorique des investisseurs. Vous avez là un taux d'investissement qui est très fort, mais un sentiment des investisseurs qui est un petit peu plus mitigé que le taux d'investissement pourrait faire croire. Et ça explique en partie, la série historique qu'on vient de vivre de hausse, là, après un mois d'octobre historiquement plus faible, qui a été d'une performance incroyable cette année. Sans doute, puisque là encore, Christian parlait de volatilité. Si vous regardez la volatilité sur les actions américaines à travers le VIX, qui est sans doute pas le meilleur instrument, mais mettons le VIX, il est autour de 16 et 17%. Vous regardez la volatilité un mois du S&P, on est sous 6%.
C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté des protections, ils ont perdu leur chemise. C'est-à-dire que c'est comme si vous achetez une assurance de voiture tous les ans depuis 50 ans et vous n'avez jamais d'accident. Après, vous ne savez pas si vous souhaitez l'accident ou si vous souhaitez perdre votre prime, mais en tout cas, l'accident n'arrive pas. Et ça, c'est une situation qui est assez étrange. Et en revanche, sur le marché des taux, c'est pas exactement la même chose. Il y a un peu plus d'inquiétude, il y a un peu plus de mouvement. C'est normal qu'on ne le retrouve pas dans le marché action ? Alors, le marché des taux, il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'on part de taux à zéro. Donc, tout simplement, si vous faites un peu de maths, quand vous êtes à 0,10 sur le 10 ans français, si vous passez à 0,20, vous doublez. Donc, la volatilité log normal, pour faire un peu de maths, c'est forcément élevé. Alors que quand vous êtes à 7000 et que vous passez à 7002, c'est pas ça qui va vous changer votre volatilité. Et donc, évidemment que l'inquiétude, elle est sur les marchés des taux, parce que puisque maintenant, je crois qu'on peut dire que l'inflation est là pour rester, alors d'une manière ou d'une autre, probablement pas au-dessus de 6 aux États-Unis, mais sûrement entre 3 et 4% à horizon 18 mois, eh ben vous avez des marchés de taux qui sont forcément plus nerveux. Les marchés actions, eux, si c'est des niveaux d'inflation qui sont raisonnables, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque je rappelle que sur très longue période, le meilleur explicateur des BPA, c'est la croissance réelle plus l'inflation, donc la croissance nominale. Et si vous regardez ce qu'a fait le PIB mondial depuis 2000 en dollars, il a triplé. Et qu'est-ce qu'a fait le MSCI World en dollars depuis 2000 ? Il a triplé lui aussi. Donc finalement, il n'y a pas de choses extraordinaires. Merci de le rappeler. Il n'y a pas que la corrélation avec le bilan des banques centrales qui fonctionne. Non, localement sûrement, mais sur longue période, sans doute pas. Où est-ce que vous placez le curseur de la complaisance de marché aujourd'hui ? Parce qu'on ne peut pas nier quand même qu'il y ait des phénomènes d'exagération sur le marché américain. Alors bon, Tesla est un peu retombé, Rivian aussi a reperdu la 15-20% après avoir doublé en une semaine depuis son introduction en bourse. Le marché est un peu schizophrène, parce que c'est vrai que les particuliers américains, quand on regarde l'indice Bull Bear des particuliers, ils sont effectivement assez prudents. Et c'est quand même dans cette catégorie qu'on va trouver les investisseurs qui vont acheter les valeurs dont vous parlez et les crypto-monnaies. À l'inverse, dans le monde des professionnels et des institutionnels, la plupart des stratégistes américains sont quand même assez boules. Ils revoient 5100, ils revoient la hausse des objectifs et parfaitement argumenté par des PE assez stables et de la hausse des résultats, etc. Et quand on regarde les indices Bull Bear chez les investisseurs institutionnels, là, on est revenu pas au max, mais on est quand même à 56, 57 et de Bull et à peut-être 18 ou 19 de Bear. Donc il y a quand même une majorité de Bull, contrairement à ce qu'on avait il y a un an. Donc tout ça se mélange dans le marché, ce qui fait qu'il y a des tas d'interactions. On a l'impression que le marché est très greed. Mais c'est peut-être un petit peu plus chez les professionnels. Peut-être que les particuliers sont un petit peu plus prudents ou ne comprennent pas, mais ils vont quand même acheter des valeurs qui font du yo-yo incroyable. Parmi les mouvements un peu nouveaux dans le paysage, vous l'avez dit d'un mot, il y a quand même les devises, et c'est vrai qu'on regarde à nouveau un peu l'indice dollar, l'euro-dollar. Alors on est dans des territoires connus, il n'y a pas d'exagération de ce point de vue-là, mais c'est vrai que c'était assez tranquille, assez rangé, pour dire les choses, et là on a l'impression quand même qu'on a une petite accélération à la hausse du dollar depuis quelques jours, quelques semaines à peine. L'euro-dollar gère le niveau de 1,13. On était à 1,22 en début d'année, donc ça reste tout à fait contenu de ce point de vue-là. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre derrière ce sourire du dollar qui s'accélère un peu, Christian ? Oui, de toute façon, c'est vrai que le marché d'échange, c'est celui qui est le plus complexe. Parce qu'en général, on a toutes les variables qui tombent dessus. Oui. Mais là, des déterminants qui changent. Il se trouve que là, il y a une vraie logique économique. Alors, elle n'est pas toujours constante, la logique économique sur l'échange, mais là, elle est très claire. Et le marché joue clairement les écarts de politique monétaire et les écarts de risque inflationniste entre les zones. C'est-à-dire que globalement, on a affaibli le yen parce qu'on se dit que la BOJ, alors les Japonais, ils n'arrivent même pas à avoir de l'inflation actuellement. Donc, alors, avant qu'ils remontent les taux, je pense qu'on a encore une génération à attendre. Nouveau Premier ministre lance un nouveau plan de relance. On va voir s'il est inflationniste, mais bon, on va dire que le Japon, c'est vraiment, on se dit, il n'y a plus rien à attendre de la BOJ. De la BCE, la BCE, elle subit quand même une inflation. On le voit, il y a quand même une accélération des prix, mais on a quand même au sein des plus faucons de la BCE, on a quand même un discours qui est de dire commettons pas d'erreurs de politique monétaire, on n'est pas pressé, c'est temporaire, on va rien faire. Donc quand même les plus faucons le disent,
en général, on est assez tranquille. On dit, bon, la BCE, ils vont rien faire. Et puis, on a la Banque centrale américaine. Alors, la Banque centrale américaine, on a M. Powell qui joue la colombe. Il veut garder son siège, il veut montrer qu'il est gentil. Mais globalement, on a en dessous des gars qui commencent à s'agiter assez fortement. Alors, jusqu'à M. Boulard, qui a sorti quand même une bombe à retardement, alors qu'il est le plus faucon des faucons, en ce moment, il est devenu, parce qu'il n'était pas comme ça. Il a été très dovish, très faucon. Et là, il s'est réveillé un matin, il est devenu beaucoup plus méchant. Et il nous dit, je vais même réduire la taille du bilan du Fed. On peut anticiper. Alors là, c'est la bombe à retardement, parce que si vous faites ça, là, c'est vraiment la chose qu'ils ont tenté et qu'ils n'ont jamais réussi. Bon, j'y crois pas. Franchement, il a vraiment un point de vue extrême. Mais on voit qu'il y a des vraies dissensions au sein de la Banque centrale. Il faut dire aussi que les pressions inflationnistes sont beaucoup plus fortes aux États-Unis. Et puis, n'oubliez pas, c'est qu'aux États-Unis, dans l'indice des prix, il y a un effet aussi immobilier que n'a pas à gérer la BCE. La BCE peut s'inquiéter qu'il y ait un risque immobilier, mais elle n'a pas l'aspect inflationniste qui rentre dans l'indice des prix. Donc la Fed, elle est beaucoup plus sous pression par rapport à cette thématique inflationniste, et on voit qu'il y a des vrais débats. Donc pour le marché des changes, il se dit, bon, si ça doit bouger de quelque part, ça sera du côté des États-Unis, et en plus on rajoute là-dessus une dernière élément, c'est qu'on a quand même l'effet Covid, qui aujourd'hui reprend en Europe, et ça assombrit quand même pas mal les perspectives européennes. Alors même si vous me dites qu'on gère beaucoup mieux les choses, que ça a un impact économique, mais enfin on est en train de remettre du télétravail en Belgique, on va le remettre en Allemagne, on sent que quand même la fin d'année même si on s'est tous adaptés et si on a appris à vivre avec le virus et si on a moins peur du virus, vous dites, imaginez qu'il n'y aura pas un impact même léger. Alors en plus ça laisse la place à la BCE qui en décembre pouvait annoncer peut-être l'arrêt de son programme. Si on a une reprise de l'épidémie, je vois pas la BCE annoncer la fin de son programme en disant tout va bien, il n'y a plus de problème d'épidémique, et puis il y a Allemagne qui vient de mettre tout le monde en télétravail. Donc il y aura quand même un problème de cohérence en termes de communication. Donc ça retarde tout. Donc forcément, ça renforce l'idée que la Fed va être la première à frapper, va être la première à devoir agir. Alors, est-ce que ça sera une réduction plus rapide de ses achats et puis une remontée plus tôt en 2022 de ses taux? Peu importe, ça sera ces anticipations-là qui soutiennent énormément le dollar. Ce serait quoi une erreur de politique monétaire du côté de la Fed aujourd'hui, Olivier ? Pour finir sur le dollar, ce qui est amusant, c'est que si on se remet en début d'année, le marché pense exactement l'inverse. Ah oui, 1,40. Moi j'ai en tête les objectifs, on était à 1,22, c'était 1,40. On allait à 1,30 dans un premier temps, 1,40, le fameux double déficit, infinançable et ainsi de suite. Débasement monétaire, la fin du dollar. La fin du dollar, les États-Unis, pays émergents, même. Bref, 1,13. Une erreur de politique monétaire, ce serait d'agir trop tôt ou trop tard. C'est ça une erreur de politique. Oui, et alors quelle serait la moins coûteuse dans le contexte actuel tel que vous l'analysez? Quand même, c'est de finir au printemps les achats marginaux d'augmentation de taille du bilan de la Fed, et puis de commencer, je sais pas moi, en septembre, même peut-être avant, une hausse des taux, bien téléphoner au marché, bien expliquer. Ça, ce serait ce qu'il faut faire. Après, monter les taux trop tôt, début 2022, je pense qu'on choque tout le monde. Personne ne s'y attend. C'est pas du tout dans les anticipations de taux des courbes forward aux États-Unis. Et pareil, traîner trop. Là, quand même, ce que disait Christian sur l'immobilier est intéressant, parce que sur les 6% d'inflation, 6,2 qu'on a en glissement annuel, si vous regardez le corps, on a un peu plus de 4. Ouais. Sur le 4, il y a quasiment 1,5, 1,8 qui vient de l'immobilier. Ouais. Ça va pas baisser demain. C'est une tendance lourde, qui est engagée. On est parti d'avoir au moins 1,5, 1,8 dans l'indice immobilier américain, enfin dans l'indice des prix américain. Donc, à mon avis, agir trop tard, ce serait aussi probablement une erreur. Donc, le fine-tuning, c'est pas facile. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça aide un peu la Fed, la hausse du dollar, parce que ça permet d'importer moins d'inflation et de l'exporter aux autres. Donc c'est toujours ça de pas pris dans l'indice des prix. Mais c'est une année 2022 qui va être délicate pour la Fed, où effectivement, je pense que la BCE est un petit peu plus tranquille sur ce qu'elle devra faire en 2022. C'est du risk management. On est dans une phase de risk management là pour les banques centrales. C'est ce que disait Powell et même Isabelle Schnabel du côté de la Banque centrale européenne. Oui, juste pour donner une petite note d'espoir, la composante immobilier, c'est l'équivalent loyer pour les ménages. Oui. Or, on sait qu'il y a quand même eu ces derniers mois des tensions également dans le secteur du bâtiment, avec des hausses de prix assez importantes. Donc ça fait aussi partie des choses qui peuvent se résorber. Que ça se résorbe plus lentement que d'autres goulets d'étranglement, c'est possible. Mais je ne sais pas si on gardera ces taux d'inflation dans ces loyers virtuels, ces loyers imputés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que la Fed, elle est quand même assez sensible au fait de ne pas se laisser dépasser. Et elle ne veut certainement pas laisser croire au marché
qu'elle risque d'être dépassée. Et c'est pour ça que les différents gouverneurs prennent la parole à tour de rôle et qu'il y en a toujours un qui va dire non, ne vous inquiétez pas, si les choses vont mal, on saura remonter les taux. C'est pour aussi ne pas laisser cette impression que quoi qu'il arrive, la Fed ne montera pas ses taux. Et éviter, parce que sinon, on risque de voir les taux longs s'échapper par crainte justement de l'accident monétaire. Il vaut toujours mieux remonter les taux de manière pilotée que d'être forcé. Donc je pense que c'est aussi le jeu de la communication des banques centrales. Essentiellement aux États-Unis aujourd'hui, la BCE n'est absolument pas obligée de tenir le même discours. Et du coup, quand on est dans ces considérations et dans cette phase délicate en termes de communication, voire d'action demain pour la Réserve fédérale américaine, quel serait l'intérêt pour Joe Biden de ne pas reconduire Jérôme Powell? C'est très politique. Bah oui. C'est pas la grande histoire de la politique monétaire, mais c'est quand même un sujet. Et j'avoue que plus le temps passe, moins je comprends pourquoi il y a cette période de flottement, alors que fin août, j'ai repris, Janet Yellen disait Jérôme Powell est le bon candidat pour rester président. Donc on avait un feu vert adoubé par Janet Yellen qui en connaît un peu quand même en la matière. Et on s'est dit, bah voilà, ça va être une affaire réglée dans les prochaines semaines. Il a eu d'autres choses à faire, je suis d'accord. Mais là, on nous dit ça va être pris décision dans les 3-4 jours, et puis d'ici Thanksgiving, on a l'impression qu'on repousse. C'est son plan, c'est son plan. C'est son plan qui a du retard. C'est son plan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a son aile gauche des démocrates qui refuse absolument d'avoir Powell qui soit renouvelé. Je vous rappelle que dans l'aile gauche, on appelle Powell l'homme dangereux. Hein. Donc vraiment, il y a une volonté de l'exclure. Coulant avec les banques. Voilà, et puis ils veulent vraiment le dévisser. Le problème, c'est que Biden, il a besoin de cette aile gauche pour faire passer son plan, son deuxième plan, au niveau du Congrès. Le problème, c'est que la solution de rechange, c'est Madame Brennhardt. Oui, Laëlle Brennhardt. Laëlle Brennhardt. Le problème, c'est qu'elle ne passera pas du tout au niveau du Sénat. Ah oui. C'est-à-dire que Powell, lui, il passera sans problème au niveau du Sénat, parce qu'il y aura des démocrates et des républicains qui vont voter, alors qu'elle ne passera pas du tout au niveau du Sénat, parce que les républicains seront vent debout, ils vont bloquer le vote. Donc il est embêté, parce que si il dit « je nomme Powell », il y a son aile gauche qui ne va pas voter son plan, donc il veut faire voter le plan, et après on verra. Et si derrière il fait plaisir à son aile gauche, il va être retoqué au niveau du Sénat. Donc là, il a un vrai problème pour l'instant, et ça tient tout simplement parce que le pays est trop coupé en deux, on voit très clairement. Et là, toute la problématique que l'on a aujourd'hui sur l'inflation et le fait qu'il est obligé de ressortir en disant je vais régler le problème de l'inflation, c'est assez intéressant. C'est quand on regarde les données d'enquête, et notamment l'enquête du Michigan qui voyait la chute très forte de la confiance des ménages, on s'aperçoit que ceux qui sont très défiants, ce sont ceux qui ont voté pour M. Trump. Ce sont les républicains qui sont en train de perdre complètement confiance dans l'économie, qui sont en train d'être très noirs là-dessus, et c'est là où on a la confiance qui chute. Donc on a de nouveau le pays qui est en train de se couper en deux. Donc qui est en train de se fracturer. D'où le fait que Biden, il est obligé de communiquer, de montrer qu'il s'intéresse à l'inflation, qu'il est obligé de gérer tous ces problèmes de politique, et puis derrière, il fait rien. Et le problème, c'est est-ce que la semaine prochaine, on aura même encore la nomination du président de la Fed? C'est pas gagné, parce que derrière, il n'arrive pas à avoir ses majorités et il n'arrive pas à faire avancer le pays. Donc on souffre finalement de cette polarité de la politique américaine. Du coup, ça devient un sujet quand même, qui se retrouve au cœur d'un enjeu important. Oui, c'est pas la première fois. Enfin, il a quand même dit qu'il allait le nommer sous 4 jours. Oui, mais parce qu'il espère que dans les 2 prochains jours, il devait passer son plan. 4 jours, et hier soir, visiblement, c'était plutôt Thanksgiving, donc d'ici jeudi prochain. On attend qu'il passe son plan. Moi, je pense qu'il veut faire passer son plan au niveau du Congrès. Et après, il aura les coups des franges pour nommer le. Et sinon, il va avoir son aile gauche qui va plus le soutenir pour le plan. Donc, il est coincé. Il est vraiment coincé politiquement. Ceci étant, est-ce que le marché va apprécier ou non le fait que ce nouveau plan de 1000 et quelques, de 1500, on était à 3000 milliards. Vous êtes dans le camp Larry Summers, on en fait trop, c'est ça? Non, mais est-ce qu'on a besoin d'en faire encore aujourd'hui, compte tenu du niveau de la croissance et des goulots d'étranglement? Vous savez qu'on est en train de comparer Biden à Johnson, qui, dans la fin des années 60, a fait des énormes plans de relance, pas de relance, de redistribution ou des plans sociaux, et on sait que ça a mené à une inflation assez forte, et derrière, l'effondrement du dollar et la crise pétrolière. Donc, voilà, il n'est pas impossible que finalement, de 2 mots, mais c'est pas le seul. C'est le gros problème qu'on a là, c'est que on a tous été étonnés de la reprise de l'économie.
C'est-à-dire que personne, je pense, n'aurait parié il y a un an qu'on serait revenu au niveau d'activité d'avant-crise. Franchement, moi le premier, j'étais plutôt sur quelque chose d'assez difficile en sortie de crise. Et donc aujourd'hui aux États-Unis, on est au-dessus du niveau d'activité d'avant-crise depuis 2 trimestres. Oui. En France, on y est quasiment. Et on rejoint la tendance pré-Covid. Là. Et on aura, surtout, et on est revenu aux États-Unis, on peut revenir dès l'année prochaine à ce qu'on prévoyait avant la crise. Donc on n'est pas du tout en retard. Le seul problème, c'est qu'on a fait des plans de relance et on a calibré des plans de relance avec l'idée qu'on était dans une récession qui allait durer aussi longtemps que ce qu'on avait eu précédemment. Donc là, le problème, c'est qu'on va relancer des économies qui sont revenues à des niveaux d'activité d'avant-crise qui étaient déjà des niveaux où on avait des problèmes de recrutement, des problèmes de taux de chômage très bas, des problèmes de tension. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est que pour 2022-2023, où on aura effectivement ces plans de relance qui vont être mis en place et qui vont agir sur l'économie, on va faire que attiser les tensions inflationnistes. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que nous dire que c'est temporaire, parce qu'il y a des problèmes de chaîne de production, que la Chine a fermé telle usine, c'est pas trop gênant. Mais là, par contre, on va avoir des vrais plans de relance qui vont être pro-cycliques à un moment où on a déjà des tensions inflationnistes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu... Alors, c'est facile de le dire comme ça parce qu'on connaît l'histoire. Je dis pas, c'est pas une condamnation, mais c'est vrai que sûrement on peut se poser la question si les États n'ont pas fait trop dans ces plans de relance aujourd'hui, et ça va pas justement faire la surchauffe. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur 2 scénarios extrêmes négatifs. Soit on est en surchauffe, soit on est sur un fort ralentissement à cause de l'inflation qui va renier finalement l'activité. Et le scénario central qui serait une reprise en douceur et puis on reviendrait vers la croissance potentielle, elle s'éloigne de plus en plus. Donc on est vraiment sur ces 2 extrêmes aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui qui est très difficile à discerner pour l'année prochaine pour le scénario économique. Quand on regarde ça du point de vue microéconomique des entreprises, alors est-ce que ça met beaucoup d'incertitudes effectivement sur les attentes bénéficiaires 2022 ? Est-ce qu'on commence à voir un peu plus clair sur... Sachant que les résultats du 3e trimestre ont été très bons, alors qu'on entamait cette séquence de résultats en étant inquiet de la pression qu'on allait pouvoir trouver éventuellement sur les marges des entreprises, on a été rassuré de ce point de vue-là. Est-ce qu'un trimestre rassurant, c'est suffisant pour la suite ? Ou est-ce qu'à chaque trimestre, les mêmes questions vont revenir ? Non, parce qu'effectivement, ce qui s'était passé, c'est qu'on va dire mi-septembre, petite correction de marché, parce que tout le monde commence à dire, oula, les salaires montent, les intrants montent, le transport monte, donc les marges des entreprises vont diminuer. Les publications sont très bonnes, mais évidemment, quand les prix montent au mois de juillet-août, c'est pas sur le résultat de septembre des entreprises que vous allez voir les premières augmentations de coûts, les premières augmentations de salaire. C'est-à-dire que quand vous êtes une compagnie aérienne, votre baril de pétrole, enfin vous négociez votre kérosène avec des contrats de 3 ou 4 ans. Donc c'est plus dans les renouvellements des contrats de couverture qu'on va commencer à voir l'augmentation des matières premières. C'est dans les contrats de transport qu'on va voir et ainsi de suite. Donc c'est plutôt, à mon avis, premier et deuxième trimestre 2022 sur lequel ce sera le résultat des courses, c'est-à-dire combien j'ai perdu par augmentation des coûts, est-ce que j'ai pu passer une hausse des prix sur les produits que je vends au consommateur final, et c'est là où la marge se décidera. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour savoir si la hausse des coûts qu'on a observée depuis 6 mois va entamer les bénéfices de fin d'année. Je pense que le 4e trimestre, il sera aussi sera très bon encore. Il sera encore bon. Les fragilités sont plutôt sur la première partie de 2022. La question, elle est sur la première partie de 2022. Le passage de hausse des prix, les fameuses entreprises qui ont du pricing power et qui peuvent passer des hausses des prix, c'est au premier semestre 2022 qu'on verra si ça fonctionne et si l'effet de ciseau de hausse des salaires et hausse des coûts se voit dans la marge. Mais comme disait Christian, on est au plus haut des marges historiques tout à l'heure, donc la probabilité que ça diminue un peu est quand même plus forte que celle que ça se maintienne. Bon, en termes de stratégie d'investissement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Vincent ? Donc, le marché est un peu schizophrène, partagé, voilà, ça se retrouve dans les stratégies toujours. On est partagé entre une vue moyen terme qui reste évidemment très, très positive, compte tenu de tout le contexte qu'on a déjà évoqué, que ce soit en termes de croissance malgré tout, de croissance des résultats, d'espoir que l'inflation va quand même progressivement donner des signes d'arriver sur un plateau et de diminution ultérieurement. Des politiques monétaires qui ne vont pas non plus entraver trop la progression des marchés. Bref, pour toutes ces raisons, et en plus l'effet qu'il n'y a pas de TINA, il n'y a pas d'alternative, il est clair qu'il faut rester vraiment sur les marchés actions. On n'a pas le choix et on n'y va pas d'ailleurs à reculons. On reste investi, on ne réduit pas nos investissements. Par contre, renforcer aujourd'hui les niveaux d'investissement sur les marchés,
Et même investir du new cash, quand on reçoit du new cash pour des clients, on est tous un peu hésitants. Donc moi je crois qu'on arrive aussi au moment où les marchés ayant monté un petit peu trop, on n'est pas à l'abri d'une mini-correction, c'est-à-dire quoi, 3%, c'est ce qu'on voit tous les 3 mois sur la bourse. Donc, Généralement, on attend 5-10 et on voit 3. Non, je pense qu'il ne faut pas attendre 10, parce que sinon on n'achète jamais. Et voilà, là on a eu 5 au mois de septembre, il fallait être rapide pour acheter. On a acheté un petit peu, mais pas suffisamment, bien sûr. Donc non, on reste investi, on est un petit peu plus prudent tactiquement à court terme, c'est normal, mais on reste quand même bien investi en privilégiant toujours une grosse exposition sur les États-Unis, quand on le peut, et l'Europe. On est toujours plutôt absent des pays émergents, et même du Japon, ce qui a été une erreur à un moment donné, mais c'est toujours un peu compliqué à comprendre. Je crois que c'est encore un petit peu tôt peut-être pour les pays émergents, mais Europe et États-Unis à moyen terme toujours. Hein. Ouais. Christian, sur l'inflation, là, si on regarde quand même quelques indicateurs de marché, alors je parle de l'inflation Covid spécifique, hein, je ne mets pas la transition énergétique dedans, mais le prix du fret, le prix du bois de construction, enfin des items qui ont été très emblématiques justement de ces problèmes d'offres, de goulot d'étranglement, qui sont en train de se détendre quand même. Et bon, au moment où le bruit médiatique n'a jamais été aussi important autour de l'inflation, c'est intéressant de voir que dans le marché, il y a l'anticipation peut-être, la question que je vous pose, qu'on a marqué un pic peut-être. Alors c'est vrai qu'il y a sur ces certains tensions indicateurs qui se détendent un peu. Il y a quand même des mauvaises statistiques en Chine, ça aide quand même. C'est-à-dire qu'acheter des métaux quand vous avez une crainte de crise immobilière en Chine, c'est pas quelque chose qui soutient vraiment le prix des métaux. On a quand même des vrais ralentissements en Chine, donc ça traduit aussi quand même peut-être une demande un peu moins forte. Mais je pense qu'il y a aussi un gros effet saisonnier sur un élément que tout le monde regarde maintenant, c'est le prix du conteneur. Et sauf que quand on regarde ce qui s'est passé, alors la semaine dernière, on a eu presque moins 25% sur le prix des conteneurs qui vont de l'Asie vers les États-Unis, mais et tout le monde s'est dit ça y est, c'est fini, la demande baisse, ça y est, ça se détend, ça revient normal. Alors attention, je mets juste un bémol, attention, parce que c'est pas du tout évident que ça soit un vrai signal. C'est un signal pour moi très saisonnier. D'une part, le moins 25, c'est quasiment rien vu ce qu'ont fait les prix par le passé, déjà pour relativiser. Et puis derrière, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la semaine dernière, ça marquait la fin des navires qui allaient livrer pour Noël. Et donc, en gros, soit votre conteneur il est parti, soit c'est fini pour Noël. Ouais. Donc, il y a eu un effet saisonnier, à mon avis, très fort qui a joué, qui a détendu les cours. Mais moi, ce que je regarde aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment regarder, à mon avis, c'est la saturation des ports américains. Et c'est ça, aujourd'hui, le vrai goulot d'étranglement. C'est pas forcément que le prix du conteneur, parce qu'on peut toujours en fabriquer, on peut toujours en mettre beaucoup plus de bateaux. Mais si on a plus de bateaux, mais qui restent bloqués devant les ports américains, ça servira à rien. Ça n'attirera pas les tensions ou les risques de pénurie. On a aujourd'hui 80 bateaux qui sont devant les ports américains, qui n'arrivent pas à débarquer. Et on a surtout aujourd'hui le temps de déchargement qui continue de monter, sur les dernières statistiques, qui continue de monter. Alors c'est vrai que M. Biden avait dit, on va régler le problème, on va faire marcher les ports américains 24 heures sur 24. Sauf que dans la nuit, il n'y avait aucun camionneur qui a voulu travailler. Et donc ils ont refermé les ports parce qu'ils ont dit que c'était pas la peine, il n'y avait pas de camionneurs pour emmener les conteneurs. Donc ça ne servait à rien de les décharger si derrière il n'y avait pas de camion pour les prendre. Donc le problème est beaucoup plus complexe qu'un simple problème de grue sur un conteneur et qu'on va prendre ça sur le bateau, qu'on va les décharger. Il y a un vrai problème plus global de saturation de l'ensemble du secteur des transports. Juste à titre d'illustration, si vous prenez les dernières statistiques américaines de Jolt sur les départs volontaires, les gens qui démissionnent, et ben on a une explosion de gens qui ont démissionné dans le secteur des transports et de tout ce qui est grossiste et transport. Donc on voit qu'il y a un vrai turnover, il y a un vrai problème d'organisation et ça veut dire que quand même on risque d'être un peu déçu là-dessus. C'est pas parce qu'on a quelques signaux aujourd'hui d'amélioration, on a quand même des tensions qui risquent de persister, au moins sur les États-Unis. Ça sera beaucoup plus fort sur les États-Unis que sur l'Europe, ça je le reconnais, mais au moins sur les États-Unis. Et comme on regarde beaucoup les chiffres d'inflation et on regarde beaucoup ces risques de pénurie, comme la consommation qui a été très forte sur le mois d'octobre, mais c'est vraiment les Américains qui se sont dépêchés d'acheter avant leurs achats de Noël. Donc ça veut dire que la fin d'année, pour être, à mon avis, on va pas acheter 2 fois le même cadeau. Donc à un moment donné, il y aura quand même aussi des effets. Donc faut s'attendre encore à beaucoup de volatilité dans nos statistiques, à beaucoup de volatilité sur les prix encore pour les prochains mois. Donc attention à pas trop rapidement jouer l'idée ça y est, c'est fini, tout va bien, tout fonctionne normalement. Bon, pour conclure, Olivier, là, sur les idées, les stratégies d'investissement, donc je comprends l'accent sur le secteur bancaire est toujours valable. Toujours valable. Je crois que ça a été répété 1000 fois, mais toutes les entreprises qui peuvent monter leurs prix et qui ont vraiment du pricing power, donc
pour reboucler sur le début de notre conversation, probablement qu'Hermès a du pricing power. Ça, c'est indéniable. Est-ce que ça justifie la valorisation, c'est un autre sujet. Mais rester en fait sur ce type de valeur. Et puis, je suis vraiment d'accord avec Christian. Je pense que l'inflation, on va en parler pendant encore de nombreux trimestres. Donc, il ne faudra pas se réjouir trop vite de facteurs un peu ponctuels qui vont faire baisser facialement les indices. On est, je crois, tous d'accord pour dire que ça arrête d'accélérer, mais on est à 4,2 sur l'accord inflation aux États-Unis. L'objectif, c'est d'être un peu sous 2 quand même. Donc on est très loin d'être sur les niveaux visés par la Fed. Donc un peu plus prudent sur les marchés, mais comme disait Vincent, toujours investi, puisque de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? Pas d'alternative autre que les actions dans l'univers des placements aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, Vincent Genzi, Cholet Dupont et Christian Parizeau, Altair Economics. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la finance solidaire. On retrouve Frédéric Villot chaque troisième jeudi du mois. Et le sujet tombe parfaitement dans l'actualité puisqu'on vient clore la semaine de la finance solidaire avec vous, Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Directeur, fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Donc oui, effectivement, la semaine de la finance solidaire, on est encore dans le sillage de cette semaine qui se tenait du 8 au 15 novembre. Mais il y a encore des événements. Oui, mais non, mais voilà, c'est ça. Effectivement, il y a tout les à côté qui continuent encore aujourd'hui. L'idée, c'est comme le consommateur est devenu consommateur, oui, c'est de faire passer le message que l'épargnant final, il n'y a pas juste les pros des marchés, les investisseurs institutionnels, que l'épargnant final a aussi un rôle à jouer dans cette idée d'impact. Le slogan de la semaine de la finance solidaire cette année, c'était « Votre épargne est un moyen d'action, utilisez-le ». Donc oui, on est consommateur, y compris quand on est épargnant. Et il se trouve que ça marche et ça collecte beaucoup en épargne solidaire en ce moment parce que du coup, on a un baromètre de la finance solidaire qui vient d'être publié et qui nous dit que l'an dernier, alors l'année dernière, on a... Il faut le dire, c'est anciennement Finansol, c'est ça, Finansol, qui a été rebaptisé FAIR. Alors, qui a intégré un collectif qui s'est baptisé FAIR. Ouais. Effectivement, donc le label Finansol continue d'exister, labellise toujours des placements solidaires. Et puis la structure juridique, effectivement, s'est rebaptisée FAIR en intégrant l'ILAB. Et puis voilà. Et puis du coup, ils sont en train de construire quelque chose qui dépasse en fait la finance solidaire et qui va jusqu'à la finance à impact. Et d'ailleurs, puisque la finance solidaire n'est pas terminée, le 30 novembre, après la fin de la semaine de la finance solidaire, vous aurez à Marseille une grande soirée sur la finance à impact. Donc vous voyez que ça continue. Et alors, ce qu'on apprend dans le baromètre de FAIR, on peut le dire comme ça maintenant, effectivement, c'est que la collecte l'année dernière a explosé tous les records. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, on comprend que cette finance solidaire, elle a résisté à la crise boursière en 2020. On comprend qu'elle a résisté à la crise du Covid et même qu'elle en a fait une opportunité. Et puis finalement, les chiffres, l'année dernière, c'était 5 milliards d'euros de collecte supplémentaire, ce qui porte le total de l'encours de la finance solidaire à 20 milliards d'euros. Donc vous voyez, il y a 25% de collecte en une seule année sur un encours total de 20 milliards. Donc ça, c'est considérable. Et FAIR, évidemment, ils sont ravis parce que ça veut dire qu'ils sont en train de remporter un triple pari. C'est que la finance solidaire, elle est utile puisqu'elle permet d'investir dans des associations ou des entreprises d'utilité sociale. Elle est rentable. L'AMF nous le disait encore l'été dernier. Donc oui, la rentabilité des placements solidaires, elle n'est pas du tout inférieure à celle des placements classiques. Il n'y a pas de sacrifice en termes de rendement. Alors, ça dépend ce qu'on choisit de faire avec sa finance solidaire. Si vous souscrivez sur un produit d'épargne de partage, vous partagez le rendement qui va être le vôtre, mais en réalité... mais ça, c'est écrit... Donc il y a un petit sacrifice, bien sûr. C'est un don, en fait. Sacrifice, si vous avez signé pour que le rendement soit partagé, il n'y a pas de problème. Absolument. Et puis le troisième défi, c'est que cette finance solidaire, elle commence à être de plus en plus séduisante, parce que 5 milliards d'encours supplémentaires en une seule année, ça c'est considérable. Donc voilà, effectivement, on se dit...
il y a un mouvement qui se passe. Les consommateurs, les épargnants consommateurs, ils sont au rendez-vous là. Du coup, ça mérite peut-être de redire un mot de la finance solidaire, de comment on la définit officiellement, selon les critères de FAIRE peut-être, et puis en parallèle, comment on définit la finance à impact, comment est-ce qu'on distingue les deux aujourd'hui Alors c'est intéressant Frédéric. parce que le mouvement s'élargit, effectivement. Alors la finance solidaire, c'est celle en fait des adhérents de Finansol et qui répondent aux critères du label Finansol. Donc avec cet argent-là, on investit dans des entreprises ou des associations à utilité sociale. Et FAIRE dit aujourd'hui, c'est sa propre expression, que la finance solidaire est une sous-catégorie de la finance à impact. D'accord. Et de l'investissement à impact. Alors ça, c'est intéressant parce que la définition officielle maintenant de l'investissement à impact chez FAIRE, c'est que c'est un investissement qui privilégie les objectifs d'impact social. D'accord, on met ça d'abord au cœur du projet, tout en recherchant évidemment une préservation du capital investi et puis un rendement financier, parce que bien sûr il faut du rendement, sinon si on perd son argent, Oui, on peut le réinvestir rendement utilement. financier compatible avec la nature de l'activité que l'on finance. Absolument. Donc il faut qu'il y ait de la cohérence quand même, oui. Dans la ligne de financement. Mais ça, c'est très nouveau, c'est un point C'est un point pertinent crucial, et très important. Je vous suis tout à fait. Ouais. Comment on explique ce succès? Parce que c'est vrai qu'alors on en parle une fois par mois grâce à vous. Il y a 20 milliards de stocks d'encours placés sur des produits de finance solidaire, 5 milliards de collègues, vous le rappeliez, sur l'année dernière. Comment on explique ce succès qui fait pas tellement de bruit en fait, Frédéric? Mais bien sûr que si. Non, mais pour vous en parler. Non, vous avez raison. Non. Mais alors comment on l'explique? D'abord, Ça fait moins de bruit que les cryptos, si vous voulez que je dise les choses Qu'est-ce que je le regrette de manière un peu directe. Alors, il y a un premier élément, il y a un petit biais quand même qu'il faut expliquer, c'est que sur les 5 milliards d'encours supplémentaires, il y a 2 milliards qui viennent de la Maïf, D'accord. qui a converti un fonds d'assurance vie pour le rendre compatible aux critères de la finance solidaire. Mais c'est important parce qu'on rebalance du stock existant et le stock d'épargne, c'est un vrai enjeu, justement. Et c'est pas du maquillage, c'est vraiment, on reconsidère son produit d'investissement et on dit, désormais, on l'investit de telle façon à ce qu'il soit compatible avec la finance solidaire, ce qui n'était pas complètement le cas auparavant. Donc voilà, là on a 2 milliards sur les 5 qui s'expliquent de cette façon-là, et puis le reste, en fait, il y a essentiellement l'effet Covid qui a joué à plein, puisque vous savez que cette classe moyenne en France qui n'a pas pu dépenser, qui n'a pas pu partir en vacances, qui n'a pas pu aller au restaurant, elle a subi de l'épargne forcée, elle a décidé de la placer quelque part, et alors on le voit, et on l'a vu dès le début du Covid, en fait, que les placements utiles, ils se sont développés à la fois dans l'épargne salariale solidaire, qui est un canal aujourd'hui de collecte extrêmement important en France, par l'épargne bancaire solidaire, donc là on est au guichet des agences, et puis aussi par l'épargne qui est collectée en direct par les entreprises qui sont en train d'ouvrir leur capital ou d'émettre des titres participatifs. Donc là, voilà, il y a un effet d'ensemble qui fait que ça monte. À propos des livrets bancaires, là, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit sujet de controverse sur le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Certains jugent qu'il n'est pas justement assez investi dans des produits solidaires ou ne finance pas suffisamment le solidaire au regard quand même du label ou de l'acronyme qui représente cette finance solidaire aujourd'hui. Livret développement durable solidaire. Quand on sait qu'il n'y a que 5% qui sont réellement investis sur du solidaire ou sur de l'environnemental. C'est un peu déceptif quand on apprend ça. Déceptif, on se moque de nous là quand même. Il y a une pétition qu'on peut signer. Une pétition, vous pouvez y aller. C'est pas un sujet nouveau. Ça fait des années que les professionnels du secteur le regrettent. Et là, effectivement, c'est la semaine ou la quinzaine de la finance solidaire. Ils en profitent. Il y a un mouvement de plaidoyer. Il y a des élections qui arrivent. Pour changer ça, en fait, il faut changer la loi. Parce que c'est la loi qui dit, vous savez, l'épargne solidaire, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne connaît pas, peut-être que c'est risqué, donc on ne va pas faire prendre de risques aux épargnants, donc on va limiter à 5 ou 10% maximum, mais ça peut être 5%, en l'occurrence c'est le cas, d'épargne investie dans des produits solidaires. Non, en réalité, l'AMF nous a dit, c'est pas moins rentable que les autres types de placements, donc maintenant on peut changer la loi. Moi, en tous les cas, chez Mediatico, je milite pour. Oui, bien sûr. À quoi elle sert justement cette épargne solidaire, Frédéric? Alors en fait, il y a des grandes familles. Il y a des grandes familles de placement. On sait, c'est ce que nous dit l'Observatoire, le baromètre. Là. Il nous dit que parmi les projets financés, il y en a 45% qui sont dans le champ social. Il y en a 27% dans l'environnemental. Il y en a 17% dans la cohésion territoriale. Et vous savez, les
l'économie locale, les circuits courts. Voilà, ça c'est très à la mode en ce moment. Et puis 6% pour la solidarité internationale, 4% pour le secteur culturel. Et en réalité, tout ça, c'est de l'investissement dans des entreprises à forte utilité sociale. Alors, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises sociales. Je pense notamment au réseau des jardins de Cocagne qui créent des emplois d'insertion au travers des jardins d'insertion, en fait. Bon, bah, eux, effectivement, ce type de projet-là, c'est 49% d'augmentation des investissements. Voilà. Puis, il y a des foncières sociales qui existent aujourd'hui, comme celle d'Habitat Humanisme, dont je vous ai déjà parlé ici. Bon, bah, les foncières sociales, c'est 31% d'augmentation de la collecte. Donc voilà, il y a des mouvements intéressants qui se développent. Bon, est-ce qu'il y a des établissements qui sont spécialisés, dominants, j'allais dire, dans ce marché de l'épargne solidaire, en termes de collecte, bien sûr? Alors, si vous regardez la famille BPCE, donc les banques populaires, le crédit coopératif, et puis... Caisse d'épargne. Ils sont à 30%, un petit trou, ils sont à 30% de collecte de l'épargne solidaire. Donc c'est eux qui sont les premiers. Ouais. Juste derrière, on a le crédit agricole, 19%. C'est intéressant parce que le crédit agricole n'était pas là il y a quelques années. Donc le crédit agricole est en train de monter en flèche sur l'épargne solidaire. Très intéressant comme mouvement. Et puis on a BNP Paribas 13%, la Maïf 11%. La Maïf c'est plutôt un collecteur classique sur ce segment de marché-là. Mais BNP Paribas monte, crédit agricole monte. Et on voit qu'il y a des nouveaux entrants, des entrants qui étaient un peu éloignés. Beaucoup ils y voient un vecteur de croissance. En fait, ils voient bien que l'état d'esprit des épargnants consommateurs est en train de changer. Ils se positionnent. Il y a de la collecte à faire sur ce créneau-là. Bon, et du coup, en termes de perspective pour 2021, alors on est sur un boulevard aujourd'hui, là, si c'est 25%, enfin 5 milliards de collecte en 2020, est-ce que 2021 va s'aligner dans ce sillage? A priori, oui. Alors, vous avez la loi Pacte. Oui. Il dit, par exemple, voilà, les produits d'assurance vie, on peut maintenant les convertir en épargne solidaire. Très bien. Vous avez l'IRPME qui vous permet, en ce moment... On est en fin d'année, je peux vous en parler, j'ai des exemples à vous donner, qui permet effectivement de déduire 25% de son investissement de son impôt sur le revenu. Ouais. Alors, faut y aller, parce que c'est une opportunité que nous donne l'État, donc allons-y. Et cet IRPME va être reconduit en 2022. Et le résultat de tout ça, c'est que la collecte sur les 6 premiers mois de 2021, elle est déjà équivalente à celle de toute l'année 2020. Donc, évidemment... le gros de la collecte va continuer de s'amplifier. Bon, il nous reste 2 minutes. Alors, je sais pas, 1-2 idées là, de PME qui sont en recherche de financement solidaire, Frédéric. Puisqu'on est en fin d'année, défiscalisation, défiscaliser solidaire et responsable. Pas n'importe où, d'accord? Alors, j'ai envie de vous parler du Wanted Café. Le Wanted Café, c'est un café solidaire qui est ouvert à tout le monde, y compris aux exclus, aux sans-abri, parce que la communauté Wanted mène des grosses actions de collecte alimentaire et de redistribution. Et en fait, en mélangeant tout le monde dans un café, on déclenche des solidarités de quartier, des solidarités locales. Et bien, ce café-là, il y en a un à Bordeaux, ils veulent en ouvrir un à Paris, ils lèvent 400 000 €, ils ont déjà collecté 30%. La levée de fonds dure jusqu'au 30 novembre, donc vous pouvez y aller, il reste 15 jours, et c'est éligible à aux 25% de déduction de l'IRPME, voilà. Et donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Deuxième exemple, puisque je vous parlais de foncière solidaire, il y en a une qui s'appelle Emmaüs Épargne Solidaire, qui est en train de faire actuellement sa première levée de fonds citoyenne sur lita.co. On parle régulièrement. Bien sûr. Bon, alors, Eva Sadoun. Exactement. Alors, et je vous en reparle juste après. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, Emmaüs Épargne Solidaire? En fait, ils ont un parc de 400 bâtiments en France à rénover, qui sont destinés aux exclus. Il faut les gérer, il faut les rénover, il faut les réhabiliter. Et ils ont en ce moment un projet à Cannes, donc ils lèvent 170 000 € pour le réhabiliter. Mais en fait, leur objectif, là, c'est la première levée de fonds. Ils se testent. Leur objectif d'ici 10 ans, c'est de lever 10 millions € pour réhabiliter 34 bâtiments. Donc là, il y a vraiment un levier d'action. Et ils vont même créer 300 emplois au travers de la réhabilitation. Bon. Et puis, dernière chose, l'ITA nous a annoncé ce soir qu'ils lançaient une série B. Ils ont levé 2 millions € en 2018. Ils vont lever 5 à 10 millions €. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils veulent devenir la banque digitale verte et sociale en Europe. On aura l'occasion de reparler avec vous, j'espère, bien sûr, Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous chaque 3e jeudi du mois. Frédéric Guyot, le fondateur de Mediatico, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.